Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Rameau. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre quatrième entretien avec Laurent Chailloux. Bonsoir. Donc, vous êtes le candidat à l'élection législative partielle de la quatrième circonscription du Loiret, étiquette de l'UPR. Tout à fait. Est-ce que, avant de commencer, vous voulez nous préciser par rapport à votre candidature? Le pourquoi de la candidature? Oui. Ben, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que je constate depuis un certain moment. Bon, je suis pas natif du Loiret, je suis dans le Loiret depuis 8 ans à peu près. Je viens de la région parisienne, moi à la base. Et à mon arrivée dans le Loiret, j'ai adoré leur système de vie qui est bien plus calme que la folie de la région parisienne. Donc, je me suis pris de cœur pour cette région et puis j'ai constaté que il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Il y avait beaucoup de désertification médicale. Il y avait de gros problèmes avec les écoles qui fermaient, les classes qui fermaient. Tous les ans, on perd des classes. Enfin bon, la liste est longue parce qu'il y a de moins en moins de dotations, il y a de moins en moins de budget et dans tous les domaines. Et finalement, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que beaucoup de directives européennes imposent tout ça. Donc, on arrive rapidement à aller voir ce que proposent les partis politiques. On arrive rapidement à voir que de droite et de gauche, il n'y a pas grand-chose. Alors, finalement, je suis venu à regarder un peu plus ce que proposait François Asselineau. J'ai regardé les conférences. Et puis, finalement, j'ai décidé de m'engager, de porter ces valeurs-là. Voilà, c'est pour ça que je suis candidat. Une première question, c'est le crime. Quelle est votre expérience professionnelle? Constatez-vous dans le cadre de votre profession l'influence néfaste de l'UE? Ah, on commence fort, hein. Alors, il y a une petite particularité, c'est que ma profession, alors je suis agent de maîtrise, alors ça, c'est pas une profession spéciale. Mais par contre, l'entreprise dans laquelle je suis est un petit peu particulière, car c'est une entreprise qui fonctionne beaucoup avec des Américains. Donc, je vais pas la citer, mais bon, pour ceux qui cherchent un peu, ça fabrique des réacteurs d'avion. Donc, j'aurai pas besoin de, vous allez trouver facilement, quoi. Alors, effectivement, un peu compliqué de parler de l'expérience professionnelle sur ce sujet-là. C'est un peu à contre-courant avec les idéaux. Donc, j'aimerais pas trop m'étaler sur ce sujet. Malgré tout, ouais, on constate de toute façon dans le monde professionnel que là aussi, il y a du tri qui a été fait sur plein de choses. Et notamment, moi, ce que j'ai constaté beaucoup dans l'environnement professionnel, c'est on est passé d'un système syndical qui protégeait quand même, hein, qui avait le mérite d'exister, à carrément quelque chose qui fait un peu de bruit comme ça, mais finalement, dès qu'il y a des batailles à faire, il n'y a plus personne. Et beaucoup de salariés qui sont un peu décontenancés face à tout ça parce que ils se tournent vers les syndicats pour les protéger. Et puis finalement, les syndicats, faut admettre qu'il n'y en a plus beaucoup de très efficaces, dirons-nous. Est-ce que vous avez eu des délocalisations dans votre entreprise? Alors non, j'ai pas eu de délocalisation. C'est une grosse entreprise, elle marche plutôt fort en ce moment, donc elle est plutôt tendance à construire des nouvelles usines. Malgré tout, les nouvelles usines, elles se construisent pas en France, hein. Elles se construisent dans des pays à bas coût, hein, on va pas se mentir, hein. Les dernières, je crois que c'était Mexique, il me semble. Une autre question de Jonathan, qui était aussi un autre ancien candidat de l'UPR aussi. Les citoyens connaissent-ils l'UPR dans votre circonscription? Lorsque c'est le cas, quelle image en ont-ils? Font-ils le lien avec la campagne présidentielle et les prédictions de François Asselineau? Alors oui, alors l'UPR, on a un très bon accueil. On a un très bon accueil quand les gens connaissent, ils sont super sympathiques, ou même, je dirais pas quand ils connaissent, quand ils ont entendu un petit peu parler, quand ils ont vu le débat avec notre président lors de les présidentielles, c'est des choses qu'on marqué. Donc il y a un côté très sympathique à ça. Le gros truc qui va pas, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui connaissent pas et puis qui veulent pas s'intéresser. C'est presque plus ça le pire, c'est que on rencontre des gens où on est prêt à leur expliquer, à leur dire ce qui va pas dans leur vie, pourquoi, d'où ça vient, même sans parler du père, juste étant comment pédagogue avec ça. Eh ben non, ils veulent pas savoir, ils veulent pas ouvrir les yeux. J'ai l'impression que s'ils ouvrent les yeux, ils vont s'apercevoir de trop de choses qui leur feraient trop de mal et ça irait pas. Donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la politique pour surtout pas comprendre. Donc c'est ça, c'est avec ça qu'on se bat sur les marchés, dans les tractages, peu importe, ou dans les cités quand on y va. On a toujours des bons accueils. Moi, franchement, même avec les autres candidats, ça se passe super bien. Bon, sauf les grands ténors parce qu'ils me regardent un peu de haut, mais sinon, franchement, ça se passe bien.
l'UPR est bien accueilli, mais l'UPR est pas assez connu. Ouais, ça c'est sûr. Vous avez eu au cas où des entretiens locaux avec des journaux locaux? Alors oui, il y a eu plusieurs petites choses. On avait commencé un peu les trucs hein, comme ça avec une chaîne YouTube. Alors ça doit être tout petit. C'était Monsieur Olivier Rousseau, je crois. Donc il avait fait un truc pas mal, c'était d'interviewer les candidats, tous les candidats de cette circonscription pour un petit entretien. Ça durait 3 minutes. Il posait quelques questions. C'était sous forme de texte et puis après c'était diffusé sur sa chaîne. C'était plutôt sympa et moi j'avais fait cet exercice-là. Un autre candidat aussi l'a fait. On a fait une petite interview quand François Asselineau est venu dans la circonscription. On a fait une petite interview avec un journal local, avec l'éclaireur du Gâtinais. Alors je crois que ça a été diffusé, il me semble, hier. J'ai pas eu le retour encore. Je vais regarder si je le trouve rapidement. On a eu ça. On a eu quelques petites. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on a participé à un débat citoyen. Ça c'était hier avec un autre candidat. Sur le coup, c'était un candidat FN, plus certainement quelqu'un de l'REM qui n'a pas voulu vraiment être officiel de l'REM, enfin bon, un peu spécial. Et ça s'est super bien passé parce que finalement, l'idée, c'était de partager avec les citoyens une espèce de code de déontologie sur les députés. J'ai trouvé ça super intéressant et d'ailleurs, j'ai pris pas mal de contacts avec des gens de ce comité citoyen parce que je pense que j'y reviendrai de toute façon. Voilà, sinon radio locale, voilà, à part la petite radio locale, on a fait l'interview, non, c'est tout. On a même eu des refus stricts, alors des FR3 locales, bah ça, rien d'étonnant. Et on avait un journal qui a plutôt une grosse diffusion sur la région centre, qui est la République du Centre, justement. Et là, pareil, disons que quand ils entendent le mot UPR, ils regardent dans l'autre direction, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des réactions des fois du style, genre, si on parle de l'UPR, c'est une réaction plutôt moins hostile, ou dès qu'on dit le mot Asselineau, il y a une réaction plutôt plus hostile, ou c'est l'inverse. Alors, je sais pas s'ils font bien la différence entre Asselineau et l'UPR. Moi, je la fais pas spécialement. Mais il est clair que ce que j'ai constaté, c'est que l'UPR, à la limite, ça va susciter la curiosité pour savoir ce que c'est, si les gens veulent s'y intéresser, ou alors ils vont nous dire carrément la politique, ça nous intéresse pas, mais en fait, que ça soit n'importe quel parti, ce serait pareil. Par contre, c'est vrai, quand on est face à des gens qui connaissent François Asselineau, je peux t'assurer qu'ils n'ont pas envie de s'y frotter. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient pas un débat, en débattre avec lui parce que ils savent pertinemment que bah voilà quoi, la vérité, on sait où elle est, donc bah les débats seraient compliqués pour eux quoi. Question de Luna. Quel est votre retour sur le terrain? Quelles difficultés y a-t-il? Quelle est la réaction des gens face à votre argumentation? Est-elle plutôt ouverte, fermée? Et est-ce que vous avez beaucoup d'aide est-ce que vous avez beaucoup d'aide pour les actions de terrain? Un très bon accueil, franchement, et rien à dire là-dessus. On n'est pas du tout. Moi, j'ai participé au collage, bien évidemment. J'ai pas du tout été chahuté au collage ou même pas une insulte, quoi. C'était vraiment plutôt des trucs très sympas. L'UPR est bien accueilli. Le truc, c'est que la plupart veulent pas entendre parler de politique. Et forcément, ils mettent l'UPR dans le même panier. Mais que ça soit n'importe quel parti, ça serait exactement pareil. Et du coup, comme j'ai fait ce débat avec le candidat FN hier soir, bah en fait, en off, on a discuté un peu comment se passaient les campagnes et on retrouve les mêmes difficultés. Si ce n'est que le FN, évidemment, déclenche des hostilités que nous, on n'a pas. Voilà, ça, c'est la grande différence. Et c'était quoi la dernière partie de la question déjà? Est-ce que vous avez des aides sur le terrain, pour les actions de terrain, pour les collages, tractages? Alors, on a un petit groupe, un tout petit groupe. Combien de personnes? Combien de personnes? On a deux membres très actifs et une troisième qui s'est rajoutée, puis plus moi. Voilà, en gros, on a fait un peu tout ça à quatre. Et par contre, j'en profite pour remercier une grosse délégation qui était venue de l'Indre, ouais, de l'Indre-et-Loire, alors de Tours, Sur, de Blois aussi. Tout ça, ils sont venus nous filer des gros coups de main quand Monsieur Asselineau est venu nous voir le samedi 10 mars. Avec Philippe Comte? Ouais, je crois, ouais, tout à fait. Et là, et franchement, un gros coup de main. Et puis, ils nous ont apporté des soutiens matériels, ils ont apporté une grosse expérience. Je suis toujours en lien avec eux. Au passage aussi, des gens qui sont pas venus, mais franchement, plein de délégations de tout le pays. Et c'est vrai, hein, j'ai les mails, j'ai les preuves de tout le pays. Ça arrive de partout en disant voilà, bravo, continuez, faut y aller.
Je pense qu'ils ont fait pareil avec tous les candidats. C'est pas spécialement le Loiret, mais ça fait quand même super plaisir à lire. Voilà. Question d'Adrien. Existe-t-il dans votre circonscription des impacts concrets de la construction européenne? Ah, bah, ce serait plutôt l'inverse, en fait. Les impacts concrets de la construction européenne ou de l'Union européenne, pour résumer, bon, on les voit partout. On les voit quand On peut dire que ça y a un impact néfaste. un impact néfaste, bah ouais, c'est tout à fait. Enfin, nous, on a la chance d'avoir un centre hospitalier dans l'agglomération, mais bah, du coup, ils souffrent de beaucoup de manque de moyens, de postes qui suppriment tout le temps. Enfin, ce que connaissent les infirmières, bon, les médecins maintenant sont touchés de France et de Navarre. Et ben là, on est fortement impacté. Surtout que comme on est dans un désert médical, ben tout se concentre un peu sur le centre hospitalier. Et ce pauvre centre hospitalier, il a d'un côté toutes ses dotations et ses baisses et ses postes qui baissent et ses patients qui augmentent et ça se télescope de plus en plus. Et c'est qu'un exemple parce qu'on pourrait parler de l'état des routes qui sont même plus entretenues, on pourrait parler des écoles avec les classes qui ferment, on pourrait parler des postes qui ferment, on pourrait parler, enfin je sais pas, ça touche forcément tout et tout le monde, c'est général. Dans votre circonscription, vous êtes renseigné sur combien de classes en ce moment elle est fermée, par exemple? Ah Parce que bah souvent, il y déjà, a, ouais, ouais, vraiment, tout à fait. en ce moment, le président dit qu'il y a des classes qui vont ouvrir, mais tout le monde se plaint que les classes sont fermées. Est-ce que vous avez, vous, des preuves sur le terrain qu'il y a des classes qui vont bien fermer? Eh ben écoute, la meilleure preuve que j'ai, c'est que je rentre d'un conseil d'école, donc où est mon fils, hein, sur le coup, et effectivement, il y a une classe qui ferme l'année prochaine. Voilà. Une classe de quoi? De quelle C'est une ça? classe de primaire. Alors je crois que c'est le CP. Le CP est maintenu parce qu'ils veulent dédoubler les CP, donc ils touchent pas au CP, mais je crois que c'est une classe de CE1, il me semble, qui ferme. Une question de SRAM qui demande, avez-vous soutenu les grévistes aujourd'hui et allez-vous faire grève et manifester ce 22 mars pour soutenir les cheminots et ce bijou national qu'est la SNCF? Alors, ah bon, c'est peut-être une règle un peu bête, peut-être, mais je me refuse de participer trop à des grèves sur la dernière partie de la campagne. Alors, j'ai déjà participé à des grèves, hein, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais enfin des manifestations, j'entends. Pourquoi? Parce que on pourrait, on rentre là dans une dernière ligne droite où il faudra pas grand-chose pour que un propos soit détourné d'un contexte. Enfin, c'est un petit peu, faut être un peu précis, un peu sur l'image qu'on donne là sur les derniers jours. Donc là, non. Mais sinon, en principe, ouais, j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, les cheminots, je suis pas super documenté sur le sujet, mais par contre, ce que je sais, c'est que de toute façon, ils auront beau faire des grèves longues, et ils annoncent apparemment une grève longue. Enfin, je crois que c'est 2 jours sur 5, là, ils annoncent, et puis reconductible. Ils auront beau faire des grèves longues, on est en pleine application de directives européennes, on est dans un gouvernement qu'on n'a rien à talquer, enfin, excusez-moi les termes, de ce que peuvent faire les cheminots, de ce qu'ils peuvent pas faire. Donc je pense qu'ils iront au bout. On dit on va aller vers un conflit effectivement d'importance, mais malheureusement je crois que ça ira pas, enfin ça ira au bout au niveau du gouvernement. Et ça c'est désespérant pour les cheminots parce que bah, c'est toujours pareil, on tape sur les plus petits, on tape sur des gens, faut pas croire qu'ils gagnent des milliers et des cents, les cheminots. Hein. J'ai vu plusieurs fiches de paye qui circulent un peu sur Facebook, pardon. Bon, bah, c'est des gens comme tout le monde. Ils n'ont pas plus de privilèges que d'autres. Ils ont un boulot qui est certainement plus contraignant que d'autres. Euh, Ça mérite pas autant de s'acharner sur eux, je pense. Peut-être qu'il y a des petits ajustements, mais au moins, là, on a vraiment l'impression que c'est, voilà, on va appliquer. Vous êtes content, pas content, vous faites grève, vous faites pas grève, de toute façon, on appliquera quand même. Et là, du coup, on rentre dans un truc un peu plus philosophique où on est complètement dans le déni de démocratie ou le déni de proposer et puis de voir. Là, c'est dictatorial, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Quelles leçons tirez-vous des négociations en cours pour le Brexit? Ben, ça a l'air bien parti. Bon, après, ils ont quand même une dette à régler, les Anglais. Alors, on peut dire oui, on peut dire non. On peut dire qu'effectivement, ils ont juste à attendre 2 ans puis qu'ils n'ont rien à payer. Si, ils ont quand même un truc à payer, c'est que ils se sont engagés à payer jusqu'en, ah, je vais te dire une bêtise. Je vais dire 2020. Ouais, je crois que c'est 2020, à payer leur participation comme tous les autres pays. C'est une espèce de, ma foi, de pré, c'est un engagement que je pense qu'ils se doivent d'honorer. Au-delà de ça,
Ils ont décidé de sortir et je vois pas pourquoi n'importe qui dans le monde les empêcherait de sortir. Voilà. Comment avez-vous réagi suite au résultat de la présidentielle? Qu'est-ce qui vous motive à continuer le combat? Et en même temps, comment avez-vous réagi suite aux dernières élections législatives partielles, comme celle de nos Jonathan, Christopher Hay, Georges Mignot et Hervé Minec la semaine dernière? Voilà, il y a trois questions dans une. Alors on va y aller dans l'ordre. Pour moi, je connaissais un peu le personnage, donc bon bah j'ai pas été. Enfin si, comment dire. J'ai été déçu forcément du choix des Français, mais après, notre président Macron, on sait d'où il vient, on sait comment il était formaté, on sait par qui. Bon, bah voilà, bah on a ce que les Français ont décidé, un gars qui applique les directives à la lettre et sans se soucier de ce qu'on peut en penser, et puis voilà quoi. Donc, mais il y a un truc que je voudrais dire quand même là-dessus, c'est que finalement, après un peu de recul et puis un peu d'humour, bah, c'est un très bon commercial pour l'UPR parce que ce monsieur, bah, il prend tellement pas de gants que, bah, effectivement, tout ce que François Asselineau avait annoncé, bah, ça se vérifie. Alors, on le voit même, on n'a même plus besoin d'attendre des semaines pour le voir. C'est tous les 2, 3 jours, on a un peu un truc qui correspond à ce que François Asselineau avait annoncé. Donc, c'est un super commercial, finalement, notre président Macron, pour véhiculer les idées de l'UPR. Sur les législatives, sur tous les candidats déjà, ouais. Bah moi je trouve que tous autant qu'ils sont. Alors j'ai eu Christophe, j'ai peut-être Heinz, je sais pas si je prononce bien son nom, qui est dans le Christopher Val d'Or. Hayes. Ouais, tout à fait. J'ai eu quelques contacts avec lui. D'ailleurs, il m'a donné de très bons conseils aussi pour des petits trucs de campagne. J'ai pas eu Jonathan. J'ai eu quelques messages, je crois, avec Hervé Minec, mais très très peu. Mais j'avais suivi quand même tout ce qu'ils avaient fait. Je trouve qu'ils ont fait tout un boulot formidable. Et puis Dieu sait que je viens le faire. Et puis il reste, même s'il reste encore quelques jours, le gros est fait. Bah, ça demande du temps, hein. Pour ceux qui savent pas, ben, un candidat député, ben, la plupart du temps, il se lève 4-5 heures du mat, parce que ben, c'est là qu'on arrive à coller facilement, peut-être des fois, et puis il enchaîne toute la journée, puis il finit à peut-être des fois minuit, 2 heures, hein, quand on n'a pas pu coller le matin, ben, on y va le soir, et c'est ça pendant les 3 semaines, un mois avant les campagnes. Donc moi comme les autres, on a tous fait ce boss-là. Moi, comme les autres, on a tous été ravis de le faire, mais c'est éprouvant. Donc déjà, ça mérite déjà un grand salut de ma part envers eux. Et puis pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, sachez que c'est pas facile, c'est un engagement vraiment, on y croit, et c'est parce qu'on y croit qu'on y va, et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts, et puis on le fait pour le bien de tous, quoi, pour le bien du pays. Et C'est quoi votre rythme de militantisme pour votre campagne? C'est tous les jours, tous les 2 jours, vous allez tous les jours sur les marchés, vous avez une stratégie, comment ça se passe? Est-ce que vous allez parler à telle personne, vous faites des conférences? J'aurais aimé faire plus de conférences. Alors c'est vrai qu'on on est tous, enfin beaucoup de jeunes candidats et pas expérimentés, donc c'est quand même une sacrée appréhension des fois quand on se retrouve face à 50 personnes, 100 personnes à prendre la parole. C'est pas facile, et ceci dit, ça se développe et finalement on y prend goût, je trouve un peu assez, et puis ça se passe de mieux en mieux. La partie militantisme, elle est permanente, hein. Moi, je considère que tant qu'il y a de la place dans mon emploi du temps, j'ai un petit planning, un petit agenda. Tant qu'il y a un trou, c'est qu'il faut mettre quelque chose dedans. Donc, les journées elles sont occupées à 100%, 150% même, si on prend les heures qu'on compte pas, quoi. Donc, le militantisme, il est permanent. Les tractages, alors c'est un peu compliqué pour nous, pour la Circo, parce que on est une Circo qui est limitrophe de la région parisienne. Beaucoup d'actifs du Loiret vont travailler en région parisienne, donc ils sont partis du matin au soir. Alors on a beau faire un marché le mercredi, on croise les retraités, quoi, et puis quelques gens qui travaillent dans le coin, mais pas beaucoup. Et surtout pas grand monde. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On aimerait avoir plus de monde. C'est plus facile le week-end de toucher un peu les Loiretains. C'est un peu moins facile la semaine. Est-ce que l'on vous donne des éléments de langage à utiliser? Si oui, est-ce que vous pensez que ceux-ci sont bien choisis? De manière générale, est-ce que vous pensez que l'axe de communication de l'UPR est le bon? Sinon, que changeriez-vous? Alors moi, j'ai aucune directive. On m'en a donné aucune.
J'irais même un peu le contraire. On m'a dit, mon grand, tu veux y aller, débrouille-toi. Enfin, on m'a rien dit, quoi, à vrai dire. J'ai compris que, voilà, tu veux y aller, débrouille-toi. Donc, j'ai mon propre langage que, ma foi, je comptais pas changer ma personnalité ou ma façon de parler. C'est peut-être pas très conventionnel de la part d'un candidat politique, mais après tout, je pense qu'un candidat politique, et puis même n'importe quel élu, eh ben, s'il vient, s'il se souvient un peu d'où il vient, ben, il doit pouvoir être comme il est. Moi, je suis comme je suis. Je parle comme je suis. Maintenant, sur les éléments de langage, je dirais stratégiques de l'UPR. Bah, moi, je partage les idées, les idées, les analyses. Donc après, on peut les présenter de façon différente, mais je pense que l'essentiel, c'est de bien expliquer, puis expliquer avec son cœur, avec ses tripes, avec vraiment ce qu'on croit, l'idéologie qu'on porte, peu importe la manière ou la façon. Et si le message passe, si le message il vient du cœur, le message passe. Moi, je pense il faut être soi avant tout. Je reviens un petit peu sur la question, mais de manière générale, est-ce que vous pensez que l'axe de communication de l'UPR est le bon? Vous pensez vraiment que l'axe dans lequel actuellement est l'UPR au niveau de la communication est le meilleur, est le bon, ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer vraiment sur ce côté-là? Bah, ça dépend qu'est-ce que tu entends par axe de communication, parce que on a beau avoir. La communication organisée, la communication qui vient directement du bureau national, la communication qui vient par rapport aux imprévus, à comment mieux le gérer. C'est ça la communication. Alors ça, c'est plutôt l'axe de communication interne, quoi. Euh, C'est la communication, on va dire, de l'UPR. Voilà, c'est ouais, ouais, après, ouais, voilà. tout à fait. Ouais, c'est pas l'UPR face à l'extérieur, c'est l'UPRS face à, enfin, en Bah, interne, quoi. ça peut même être les deux. Alors, ouais. Alors, je vais y aller, je vais tout détailler. Il y a plusieurs choses à dire. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé un peu à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je m'attendais, ouais, je vais utiliser mes mots, mais vous allez comprendre, à avoir en gros un paquet cadeau, qu'on m'explique, voilà, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, et ça va bien se passer, on va t'aider pour ça, et ça va rouler. Et puis en fait, rien. Bon, alors sur le coup déçu, parce que du coup on se dit bah ouais, mais alors comment je fais quoi? Moi j'ai pas l'expérience de ça, comment que je peux gérer tout ça, etc. Il se pose des petites questions comme ça. Ça va être un petit peu pour tous les candidats, peut-être, non? Exactement, bah, exactement. Et puis finalement, eh ben, c'est une bonne école de se débrouiller parce que bah, on apprend sur le tas et puis du coup on a des idées qui sont pas forcément toutes mâchées, toutes préconçues, des idées de com, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide, comme j'avais dit, de l'Indre-et-Loire et de l'Indre, et ils avaient développé des trucs qu'on a pu utiliser. Un petit titre d'exemple, ben, quand il a fallu faire la profession de foi, en gros, en 48 heures chrono, et ben, je savais ce que je voulais mettre dedans, mais je savais pas trop comment le présenter. Et ben, effectivement, et d'ailleurs, je remercie Hervé Minec parce que sa profession de foi, et ben, j'ai pas honte de le dire, c'est très inspiré. Enfin, je me suis très inspiré de la sienne parce qu'elle était super bien faite, voilà, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour l'axe, on va dire, le bureau national. Enfin, en plus, on est dans une période un peu compliquée parce que le bureau national vient complètement de se restructurer. Je sais pas s'ils ont bien fini de tout mettre en place, si tout ça fonctionne parfaitement. Et c'est vrai qu'ils avaient peu de temps à accorder euh, aux candidats qui se lançaient comme ça. Et puis ça tombait avec des dates qui se croisaient, avec des trucs importants pour eux. Enfin, ça n'a pas été simple pour nous et on a très vite compris que c'était pas du tout simple pour eux non plus. Donc, je pense qu'on a tous essayé de faire des efforts et globalement, pour nous, les candidats, il me semble que ça a été une bonne école. Le Bureau national, je sais pas comment ils l'ont vécu, mais je sais que quand on vraiment on était dos au mur, ils étaient quand même là pour nous aider. Un truc qui s'est super bien passé, et ça, par contre, je les remercie beaucoup, c'est sur les affiches qu'on a eues très tôt. Donc, on était très tôt au collage, et du coup, on n'a pas passé la fin de la campagne à faire du collage, mais plutôt à faire du tractage, à discuter avec les gens. Ça, c'était super. Donc voilà, il y a, bah, comme tout, il y a des plus, il y a des moins. Et je trouve que dans l'ensemble, on arrive à quelque chose qui a tourné. Moi, j'ai eu des candidats qui étaient avec moi sur la Circo. Bah, en gros, ils n'ont pas pu coller, ou ils n'ont pas fait intervention, ou ils n'ont fait aucun débat, ou ils n'ont pas le temps. Enfin, on sent qu'ils sont à la ramasse. Et pour l'UPR, et puis pour moi qui suis un tout nouveau candidat, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Vous êtes depuis longtemps l'UPR? Alors, l'UPR, eh ben, pour te dire les choses très clairement, ça va faire un an tout pile, puisque je dois renouveler mon adhésion dans les tout prochains jours. Voilà. Pourriez-vous nous donner 3 points pour améliorer le message, la stratégie de campagne de l'UPR afin de convaincre plus d'électeurs? Il y avait un point, alors je sais pas si j'aurais réussi à en développer trois, mais en tout cas un, moi, que j'avais un peu développé quand j'étais en réunion publique.
Et c'est pas toujours bien compris. Je le vois au tractage. Ben voilà, on est classé le parti du Frexit. Bon, ça c'est l'étiquette que qu'on s'est collé parce que c'est la seule, enfin c'est le seul parti qui le propose vraiment. Donc on est parti là-dessus. Et quand on parle avec les gens, on passe pour forcément des anti-européens. C'est logique. Le problème, c'est que dans la tête des gens, l'Europe, ils ont toujours connu ça depuis des dizaines d'années, et c'est une institution qu'ils veulent pas avoir changé. L'Europe actuelle, elle est mal foutue, elle est dirigiste, elle est tout ce que tu peux trouver, tous les défauts de la Terre, pardon, mais n'empêche qu'ils y tiennent quelque part à ce principe européen construit avec plusieurs pays. Et c'est peut-être là qu'il y a une petite nuance, c'est que l'UPR, qui se veut un parti européen, je pense qu'il est surtout un anti-européen de cette Europe-là. Et par exemple, il me semble que Le Gaulle disait pardon, qu'on devait construire l'Europe avec les Français, les Italiens, les Espagnols, etc. Mais dans cette phrase-là, il disait qu'il fallait une Europe, mais avec des Français, avec comment leur souveraineté française, des Italiens avec leur souveraineté italienne. Et c'est cette petite nuance-là peut-être qui manque, qu'il faudrait qu'on amplifie sur les messages qu'on délivre. C'est pas anti-européen pur et dur, c'est que celle-là, par contre, elle est vraiment mal foutue. Puis à part en sortir, il n'y a pas de solution. Oui, ça c'est sûr. Mais l'idée d'avoir des collaborations entre tous les pays, d'ailleurs pas que ceux d'Europe, hein, ceux du Maghreb, vers l'est, vers la Chine, vers la Russie, avec des pays d'Amérique latine, avec les pays partout dans le monde. Pourquoi se limite à l'Europe, quoi? Limite l'Europe, c'est qu'un, faut pas que ça soit qu'un ramassis de frontières. C'est une idée beaucoup plus philosophique et une idée beaucoup plus géniale que ce que c'est actuellement. Mais voilà, il y a un petit truc là-dessus sur l'étiquette anti-européenne qui me chiffonne un peu, qu'il faudra peut-être qu'on cause un peu de ce côté-là. Et puis après, bah, des idées qu'il faut qu'on développe. Alors, je sais pas si c'est de la com, mais moi, on n'a pas toujours été clair sur l'immigration. Je sais que c'est dans les dossiers, je sais que des gens, le Bureau national s'en occupe un peu. Bon, bah, on n'est pas, je sais pas s'il y a des idées comme l'UPR et comment il y a beaucoup de membres de tous horizons. Déjà, on ne doit pas être tous d'accord entre nous sur les idéaux concernant l'immigration. Euh, est-ce que le Bureau national devrait définir là-dessus? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait. Enfin, ça me gêne si tu veux qu'on se planque derrière un référendum. On se dit oui, mais alors ça c'est une question, on va la poser aux Français, puis on Justement, appliquera. j'avais des questions sur les trois référendums. C'est quelle serait votre position personnelle quant aux trois référendums prévus dans le programme de l'UPR, donc la politique énergétique de la France, la dette publique et l'immigration. L'immigration, pour moi, il faut qu'on tranche avant. Enfin, c'est pas. Pour moi, on doit avoir une position claire. Et c'est pas forcément une position stricte d'ailleurs. Je donne un exemple parce que j'en discutais avec certains membres du comité citoyen hier. Il peut tout à fait, enfin, on peut entendre par exemple que bah, il est tout à fait normal que dans la France, n'importe qui, quelles que soient ses origines et quelle que soit sa nationalité d'ailleurs, peu importe d'où ils viennent, s'il a envie de faire progresser ce pays, d'y participer, d'y travailler, d'apporter quelque chose de scientifique, d'apporter, enfin je sais pas, peu importe, plein de choses, mais d'apporter quelque chose où il donne quelque chose au pays pour que le pays progresse sous toutes les formes que ce soit, il faut que ça marche, il faut qu'on puisse laisser ces gens-là faire. Ça, c'est la partie positive de l'immigration. Et elle existe partout et c'est valable aussi, même dans les tout petits métiers. Il y a plein de métiers où que les Français ne veulent pas faire et heureusement qu'on a l'immigration pour les faire. Ça fait partie des trucs, on peut pas s'en passer, c'est pas possible. Moi, quand j'entends des partis, pour pas les nommer, mais qui refusent toute immigration, c'est juste une catastrophe économique, pardon. Donc, ça, c'est pas possible. Maintenant, effectivement, alors, est-ce qu'on doit avoir, par exemple, sur des migrants, est-ce qu'on doit avoir un quota? Est-ce qu'on doit refuser les migrants? Est-ce qu'on doit les accueillir bras ouverts tous sans aucune condition? Là, il y a forcément quelque chose, un petit curseur à régler quelque part. Mais je sais pas si on va trouver la solution par un référendum. Là, je suis un peu contrasté. Je réponds sur le nucléaire. Euh, je vais te donner mon avis sur le coup parce que je suis profondément convaincu qu'il faut aller vers l'arrêt du nucléaire, mais pas l'arrêter n'importe comment.
Ceci dit, c'est que mon avis personnel et je pense qu'il est quand même intéressant là-dessus d'avoir l'avis des Français et leur expliquer, voilà, vous voulez arrêter le nucléaire rapidement, ça va C'est être comme la, ça. c'est la, c'est la notion même du référendum dans le programme de l'UPR, c'est celui de laisser aux Français le temps de choisir, ce qui est aussi une notion démocratique quelque part. Tout à fait. Mais il faut bien leur expliquer les pour et les contre. Il Est-ce faut que qu'ils justement, fassent. comment ça se passe sur le terrain, ça, ce sujet-là? Parce que c'est important, ça, quand quelqu'un dit quel est votre avis sur l'immigration? Et vous, vous leur dites, voilà, on va faire un référendum pour donner la démocratie aux gens et le pouvoir aux gens de pouvoir parler. Mais vous, et qu'est-ce qu'ils répondent eux sur ça? Ils disent non, moi je veux qu'on règle l'immigration, ou ils veulent pas qu'on leur donne la parole sur ça. Alors sur le coup, j'ai eu qu'une seule fois la question et j'ai répondu sur ce que, pas sur du référendum, j'ai répondu sur ce que, en gros, je viens de t'expliquer, sur ma position sur l'immigration, alors qui est peut-être pas en ligne directe avec l'UPR. Ceci dit, j'assume d'être parfois pas tout à fait à 100% sur ce que préconise le président de l'UPR, parce que bah, on est des candidats, on est des gens qui réfléchissent et bah, on peut avoir des idées aussi. Et puis je pense qu'on n'est pas là pour être des béni oui oui non plus quoi. Il y en a tellement des députés béni oui oui côté La République en marche. Donc avoir de temps en temps apporter un peu le débat et apporter un peu sa truc au débat en acceptant d'être convaincu du contraire. D'ailleurs, ceci dit, c'est pas parce qu'on a des idées qu'on est bloqué sur des idées. C'est ça la richesse de l'UPR, c'est d'être ouvert au débat, quel qu'il soit, avec n'importe qui, et de trouver finalement un consensus. Je pense qui est pas mal. Donc non, j'ai pas préconisé spécialement les référendums. Surtout, j'ai pas appliqué spécialement la recette. De l'UPR, je pense qu'il faut le faire en intelligence avec la personne à qui tu es en face, avec qui tu discutes. Euh, Parfois, tu vois, je pense qu'en termes de candidats, sur le coup, si j'avais vraiment récité mon texte des ce que définit avec l'UPR, j'aurais perdu certainement l'écoute des gens parce que finalement ils viennent conforter une écoute qu'ils ont déjà eue et puis finalement s'ils ont qu'un répète, ça va pas les intéresser d'avoir quelqu'un qui donne son avis tout simplement, même si c'est pas tout à fait celui, bah, c'est pas contraire non plus, mais c'est pas forcément celui de son parti. Bah, ça peut être intéressant de l'écouter puis de débattre. Donc moi je suis parti plutôt dans cette façon-là et puis parce que c'est ma façon tout simplement. Et là, on va parler un petit peu des maires. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer les maires de votre circonscription et d'échanger avec eux? Et quel est leur avis sur le PR? Eh ben non. Alors pourtant, je connais très bien mon maire. Enfin, je connais très bien mon maire. J'ai été un peu le taquiner en fait en juin, donc disons que lui me connaît plus que moi je le connais. Mais sinon, on a un peu une omerta là-dessus. Dès que c'est un élu, dès que c'est un candidat un peu gradé, on va dire, eh ben, on veut surtout pas se voter l'UPR. Voilà, donc on n'a pas, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec des maires. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec des grands candidats et c'est pas que je voudrais pas, c'est que tu vois, par exemple, hier on était en débat où tous les candidats étaient invités, bah ouais, mais il y avait que des petits candidats entre guillemets, il y avait que des candidats qui venaient pour leurs idées, puis j'ai l'impression que les candidats qui venaient pas, c'est parce que bah, ils n'avaient pas envie de débattre pour leurs idées, ils avaient plutôt envie de protéger leur futur paye de députés. C'est un peu le sentiment que j'avais, donc je trouve ça très dommage de se planquer derrière tout ça, quoi. On a sur la Circo, là, on a une figure historique qui est maire de Montargis et qui est député. Et ben, ça fait, je vais peut-être dire une bêtise, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est dans cette position-là. Euh, là, si tu vois, on sent que tu déranges. Là, vraiment, tu déranges ces gens-là. Et ça me fait bien plaisir, d'ailleurs, au passage, de les déranger. Mais du coup, ce qui devient gênant, c'est que bah, du coup, les médias suivent. C'est-à-dire qu'ils vont passer 4, 5 articles, 10 articles sur les mêmes personnes. En gros, les têtes, les futurs probables candidats du deuxième tour. Et puis les autres, on est plutôt dans les faits divers, quoi, plus qu'autre chose, quoi. Donc ouais, ça c'est dommage. Sur le coup, je rejoins totalement les difficultés qu'avait eu Asselineau à l'époque pour les présidentielles où tu aimerais bien dire plein de choses, mais il faut encore qu'on te tende un micro, qu'on te tende une caméra, ou qu'on te tende même un calepin, mais qui est quelqu'un, quoi. Et là, bah rien. Voilà, et rien, et on sent bien que c'est exprès rien, hein. C'est pas rien par manque de connaissance de ton existence ou de tes valeurs, hein. C'est rien, on veut pas toi, on veut pas t'écouter.
on ne sait jamais, quoi. Voilà, tu Il y pourrais a un dire des choses blocage, qui. il y a un blocage parce que eux, ils sont pro-européens et qu'ils veulent pas, ils se disent qu'ils ont toujours cette image que quelqu'un qui est anti-européen est forcément quelqu'un d'extrémiste. Eh ben, je suis pas sûr que ça soit un problème de anti-européen. Alors peut-être, hein, sur les idéaux, oui, certainement, mais j'ai pas senti que c'était que ça. J'ai plutôt senti que j'étais bien trop petit pour, au niveau, on va dire, expérience politique pour qui daigne s'intéresser à moi. C'est scandaleux. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est quand on a des idées justement qu'on doit être écouté et c'est pas quand on a une expérience à s'être fait dorer la pilule à l'Assemblée nationale qu'on doit être plus écouté qu'un autre, quoi. Donc voilà, quoi. Mais on en est là. On est sur un pays qui a des politiques professionnelles, des politiques qui sont là pour palper, quoi. En gros, c'est ça. Quelques-uns qui ont des idéaux, mais beaucoup en profitent et finalement ça crée une espèce de merta politique et médiatique et ça c'est franchement énervant parce que t'as l'impression que t'as beau avoir des idées, t'as beau avoir d'être convaincu de tes idées, t'arrives même à convaincre des gens sur le terrain quand tu discutes avec eux, donc tu dis ouais ça marche quand même, on faut y aller. Et puis là, t'as l'impression qu'on te regarde d'en haut et puis qu'on te balaye d'un revers de la main, quoi. Voilà, ça fait ça. Et c'est vraiment dommage. Vous avez eu des débats avec d'autres candidats de d'autres deux partis? Ouais, ouais, tout à fait. Hier soir, donc j'étais avec le candidat FN. Alors pourtant, je suis pas du tout dans les idées du FN, mais ceci dit, on était sur un débat sur la déontologie en politique et, et le contrôle des citoyens justement sur l'activité d'un député. C'était super intéressant. On a fait quelques propositions et en fait, sur le coup, vu que tous les deux, on porte pas les mêmes idées, mais on porte au moins nos idées, eh ben, on s'est plutôt bien entendu, on était plutôt d'accord sur le fait que ça nous posait pas de problème. Moi, je peux peut-être pas, c'est peut-être pas l'objet de détailler ça, mais on parlait des remboursements de frais uniquement sur justificatif, ça nous choquait pas du tout, quoi. Je veux dire, pour ceux qui sont en entreprise et qui vont manger au restaurant à l'extérieur, s'ils ramènent pas le ticket, ils sont pas remboursés, quoi. Donc, on voit pourquoi ce sera différent avec les députés. On a parlé de choses comme ça, on a parlé effectivement de comités citoyens, on pouvait faire des réunions mensuelles, par exemple, avec la présence du député, où il pourrait expliquer pourquoi il a voté telle loi, ou pourquoi il ne l'a pas votée, ou qu'est-ce qu'il compte proposer comme loi. Après tout, ce sont des élus du peuple, donc moi, ça me choque pas que quelque part, ils ont des comptes à rendre envers le peuple. Et que ça soit fait de façon très régulière et tout en toute transparence. Moi, je suis tout à fait pour présenter. Alors bon, faut pas non plus que ce soit public parce qu'il y a peut-être le domaine privé à préserver, comme tout à chacun, mais tout à fait présenter les relevés de compte. Enfin, c'est à cause de cette espèce de flou artistique organisé, surtout pas que les gens comprennent, surtout pas que les gens contrôlent, et puis ça monte haut, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a sur le terrain des gens qui me disent ah non, moi la politique, je veux plus en entendre parler. Ah voilà, et c'est ça, c'est avec ça qu'on essaye de passer des idées. Les idées elles passent plus parce qu'on a une bande de gougnafiers qui sont au-dessus et qui en profitent. Et ils en profitent tant mieux pour eux, mais au moins qu'ils aient un peu d'essence et puis qu'ils soient transparents. Peut-être qu'après tout, si ça dérange pas les gens de voir un député qui brasse, en gros, un député, ça brasse, je sais pas si vous le savez, à peu près 24 000 euros par mois. En gros, hein, toutes les indemnités confondues. Ça, c'est pour le petit député de base, hein. Après, c'est encore bien plus si vous êtes président de commission, etc. Si vous n'avez pas honte de ça, moi personnellement j'aurais un peu honte de le dire, mais bon, c'est que mon avis. Mais si vous n'avez pas honte de ça, vous dévoilez vos comptes, et voilà, effectivement, je paye ça, je paye ça, je paye ça, voilà. Mais au moins, il y a une question d'honnêteté. Et si les gens ne sentent pas l'honnêteté là-dedans, les gens se détournent de vous, se détournent même de ce que vous représentez, et là, ils se détournent des politiques, et du coup, ça crée des dégâts énormes de la vision politique qu'ont les gens, et c'est bien dommage, parce que quand on essaye d'apporter quelque chose de nouveau, du coup, on se heurte à ça, alors que quelque part, c'est pas à nous de payer cette facture-là, quoi. Donc voilà, c'est une grosse difficulté pour ça. Et ça m'a beaucoup gêné pendant la campagne de constater que malheureusement, on n'avait aucun débat avec les gros candidats, qu'avec des petits candidats. Et donc j'ai eu ce débat avec le gars de FN. J'ai eu alors c'était pas un débat sur le coup. J'ai eu un échange un peu en off, mais avec un ex-candidat qui était là aux premières législatives de juin
et qui a laissé tomber pour plein de raisons. Et du coup, on a discuté sur pas mal de Quel sujets. parti? Quel parti? Alors c'était justement le gars qui voulait former. Alors c'était on va dire un élève de Chouard un peu. Il avait un peu ces idées de démocratie pure où tout est voté. Enfin c'est par exemple les élus, c'est des gens pris au hasard dans la population, et puis que pour une durée déterminée. Et puis c'est une assemblée, par exemple, qui se renouvelle en permanence, parce qu'il y a toujours, par exemple, tous les ans, on en renouvelle 20%. Enfin, et très démocratique, c'est très soit pardon, démocratie pure, ou si par exemple tout le monde est d'accord pour qu'on pète toutes les règles de la République, et ben si tout le monde est d'accord, c'est la démocratie, hop, on y va, on le fait. Donc là, c'est vraiment un pur souche, quoi. Mais ceci dit, à l'écouter, il y avait des trucs qui étaient intéressants dans son approche philosophique de la démocratie. Et ben, comme on en est très loin, ben, ça faisait un peu du bien à écouter. Donc c'est un gars que j'ai écouté qui était intéressant. Et puis en gros, c'est tout, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Les autres, non, aucun échange avec les autres candidats. Si vous comparez avec d'autres petits candidats, notamment Lutte ouvrière, Debout la France, les Patriotes, etc., estimez-vous qu'eux aussi n'ont pas pu s'exprimer dans les médias? Tout à fait, parce que je le vois, je l'ai vu pour moi. J'ai échangé avec les deux autres candidats dont je viens de parler, c'était pareil. De ce que je vois dans les médias, ben, en gros, ça tourne autour des deux grands finalistes de la dernière fois. Et puis ben, les autres, ils rament. Alors, ceux qui ont des partis un peu historiques, on a une ville, nous, dans la Circo, on a un peu une particularité, pardon. On a une ville qui est communiste et qui est entourée de villes de droite, alors que ça soit de droite de LR ou que ça soit de FN. Donc cette petite enclave communiste, elle est souvent très regardée. Donc on va dire que les communistes et France Insoumise, ils ont un rôle à part localement où ils sont un peu plus regardés parce qu'il y a cette petite ville au milieu qui fait un bastion, contre le rempart et les retours. Mais voilà quoi, on a fait le tour. Hein. C'est en gros, on va interviewer la candidate LREM, on va interviewer le candidat LR qui est le député maire, on va interviewer effectivement France Insoumise dès que c'est un peu avec un soutien du maire de cette ville, un peu parti communiste parce qu'on a les deux. Là, on a le candidat parti communiste et le candidat France Insoumise, donc on va écouter un peu les deux pareils. Un peu le FN parce qu'il arrivait quand même je crois qu'il est arrivé troisième ou quatrième en juin. Et puis les autres, et ben les autres ils rament. Voilà. Et ça, c'est bien dommage. Sur le débat qu'il a eu, c'était sous quelle forme? C'était pas télévisé, je suppose, du coup? C'était comment? Le débat bah, était comme en ce moment. Voilà, c'était un petit question-réponse uniquement audio qui était diffusé sur le salon, là, tout simplement. Du coup, vous avez dit que finalement vous n'étiez pas forcément plus maltraité que les autres petits candidats. Est-ce que du coup, finalement, vous êtes finalement traité uniquement en tant que petit candidat? Est-ce que c'est pas juste un mauvais traitement des petits candidats en général? Ouais, non. Alors, j'ai pas été plus maltraité, c'est que j'ai pas été traité du tout, quoi. C'est ça. Enfin, moi et les autres, on aurait bien aimé être invités sur plein d'autres choses. Et je pense qu'ils avaient plein d'autres choses à dire. Ils ont tous des idées, donc il n'y a pas de raison. C'est pas une question de bon et de mauvais traitement, c'est une question d'absence de traitement. Alors sur le coup, c'est égalité avec tous les partis, tous les petits partis entre guillemets. Par contre, sur l'UPR, c'est en fait comment t'expliquer. Dès qu'on parle un peu d'idéologie et sur le coup qu'on place un peu un truc anti-européen, là ouais, là il y a de la censure. Là, les gens, on sent que ça panique, on sent qu'ils veulent éviter le sujet et surtout pas en parler. Ça c'est sûr, mais ça c'est général, hein. C'est national, c'est même au-delà. Mais sinon voilà, à part ça, à part des petits points qui font peur pour ceux qui connaissent pas bien, parce que finalement j'estime que quand on a creusé un peu le sujet, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. C'est justement, c'est si on n'ouvre pas les yeux qu'il faut avoir peur. Mais ça, il faut encore au moins s'intéresser au sujet. Donc voilà, il y a ce passage-là qui est particulier pour beaucoup. Et c'est peut-être ce qui bloque aussi les médias, même si je pense qu'aussi dans les médias, on a comment des appartenances et des directives. Hein, pour dire les choses clairement, tu veux inviter France 3, bah France 3 te dit non parce que France 3 on leur a dit que ça serait non quoi. L'UPR, ils doivent pas interviewer l'UPR. Voilà, ça c'est de la censure pure et dure.
Et puis un autre journal qui a fait pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que en fait le propriétaire appartient un peu à ce groupement qu'on connaît bien au niveau national. Bon bah voilà, ils ont des directives aussi. Mais voilà, à part ça, sinon c'est plus de la peur que de la censure pure, à part ce que je viens de citer. Je vous remercie Laurent Chailloux pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. J'ai trouvé ça assez ouvert, assez convivial. Donc un grand merci de m'avoir permis de donner l'occasion de m'exprimer. Bon courage pour la fin de votre campagne et pour la suite de votre parcours à l'UPR. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions sur Discord. Merci de votre participation. Pour les prochains entretiens, sachez que vous pourrez poser vos questions à notre invité à l'avance via Discord, Twitter et Facebook. Vous trouverez les liens en description. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux et à liker le contenu. Et on se revoit à la prochaine. Merci.